Rosewood, 1 heure du matin. La tête de Mike sur son lit. Il était un tel soulagement de le voir envahi par ses rêves. Il ne me regardait point. Et plus il descendait dans ses rêves, plus je m'approchais de lui. Tout aussitôt, soudainement, je compris qu'il ne me regardait pas. Ils fermèrent les yeux et s'endormit. Je pus le voir tel un enfant. Il ferait mieux de dormir. Lorsqu'il dormait, il était sorti de son rêve. Il était arrivé dans un noir soudain. Je pus le suivre dans sa chambre. Dans un noir soudain, il était arrivé dans son rêve. Ils fermèrent les yeux, et je compris que j'étais devant lui, complètement paralysé. Mike se retourna, face au mur. Ce fut un tel soulagement de savoir que sa tête sur son lit, il était envahi par ses rêves. Je le regardais descendre, et plus loin qu'il ne le pensait. Lui aussi commençait à rêver. Je me suis soudainement mis devant son lit. De pied ferme, j'étais devant son lit. Que je suis complètement paralysé, telle une fille innocente, devant son lit. Je l'ai regardé dormir. Je ne suis jamais sorti de sa chambre. Je suis resté assis devant son lit jusqu'à ce qu'il s'endorme. J'ai parlé avec lui bien avant. Je l'ai suivi. Et d'aller jusque dans sa chambre, j'ai parlé. Pourrait-il me dire ce qu'il ressentait? Dans le passé, on parlait dans sa chambre. Dans le passé, je pouvais tout lui dire. Au moins, il m'aidait. C'est alors que ce soir-là, qu'il était déjà trop tard, il dormait. La porte ouverte, je suis rentré dans sa chambre. Et c'est sur le point d'entrer dans sa chambre qu'il n'arrivait jamais. Il n'arrivait jamais à dormir. C'est sur le point d'entrer de sa chambre qu'il n'arrivait jamais à dormir. Je l'ai vu, au milieu de la pièce, fermer les yeux. C'est alors qu'il était en train de dormir. La voie était libre. Je suis entré dans sa chambre. Je n'arrivais pas à croire que j'avais réussi à rentrer dans sa chambre. Je m'étais frayé un chemin jusqu'à la porte. C'est en entrant dans sa chambre que j'ai compris que j'avais réussi. Je n'arrivais pas à le croire. Ce n'était jamais arrivé auparavant. Je suis alors entré dans sa chambre, et encore une fois debout, devant son lit, je l'ai regardé, tel le regard innocent qu'il avait quand il dormait. Je l'ai regardé, renfermé, encore une fois debout devant son lit. Je l'ai regardé. Une nouvelle fois, il faisait nuit, il était 1 heure du matin. L'homme qu'était Mike, ce samedi-là, était en train de dormir dans son lit. Le soir, je l'ai regardé, je me suis mis devant ses yeux, je me suis accroupi. Et quand j'ai passé ma main sur ses côtes, le long de ses cheveux, il a juste bougé, il s'est rapproché du lit. Les yeux fermés, il s'est rapproché du lit. Il a juste bougé. L'homme qu'était Mike, à cet instant même, la fille que j'étais, dans sa chambre, à l'extérieur, la nuit, l'horreur qu'il y avait à l'extérieur. La fille que j'étais, entendant mon frère dormir, sa respiration, entendant mon frère dormir aux abords de son lit, l'entendant dormir, sa respiration soudaine et les battements de son cœur. Je passai ma main sur sa poitrine. Déposant ma main sur son cœur, je sentais les battements de son cœur. Soudainement, je le voyais, les yeux fermés. Quand je passais à côté de lui, je pouvais voir son visage innocent. Plus je me rapprochais de lui, plus l'absurdité de ce que j'allais faire était plus puissante. Je me sentais hésitante. J'hésitais à faire ce que j'allais faire, mais quand même à ne pas changer les traits de ce que j'avais choisi de faire. Je le fis quand même, et Aria, cette femme ridicule qui ne pensait qu'à elle-même, évidemment, passèrent la main dans ses cheveux, le regardèrent. À mes risques et périls, je passai ma main dans ses cheveux. Et c'est encore une fois qu'avec mes recherches sur A,
Je tombèrent devant le lit de mon frère, passant ma main dans ses cheveux. Je le regardèrent et je lui chantèrent une berceuse. Ce fut de l'extérieur que je pus entendre des bruits hypnotisants. Ce fut de l'extérieur, l'après-midi le lendemain, que même s'il était endormi au loin, qu'il ne m'avait pas entendu cette nuit-là, j'en avais confirmé la certitude qu'il s'était reposé, qu'il avait du soupçon après moi. Le lendemain matin, ce n'était qu'une thérapie chez le psy. Je parvenais encore à me faire remarquer au lycée. Ce n'était qu'une thérapie chez le psy. Demandé dans le bureau du directeur, je vins à déposer mon sac par terre. Je parvins à ramener mon sac auprès de moi, retournant mon sac près de la chaise, perdu, lorsque j'étais face au directeur, dans un trou noir. Je regardais le type de visage qu'il me lançait, créant un souvenir par-delà les moments qu'il y avait au lycée, avec Anna, avec Emily et avec Spencer. Rien qu'à les retrouver, je savais qu'il y aurait quelque chose qui jamais ne me quitterait. Rien qu'à les retrouver dehors, je savais qu'il y avait quelque chose qui jamais ne me quitterait. Un vide dans l'histoire qu'on avait entre nous quatre. Cette histoire qu'on avait entre nous quatre, un jeudi 7 mars 2013, la pièce était plongée dans l'obscurité, et je pensais pourtant savoir que dans ma chambre, nous étions en sécurité, à l'abri de A. Le sang était en train de couler, les fauves hurlaient à l'extérieur. Sans nul doute, je savais que nous étions en sécurité, mais que A allait revenir. Dans ma chambre, sous le trépied qu'il y avait juste devant. Nous étions dans ma chambre. Nous regardions un film dans le noir. Sous le trépied qu'il y avait en face de mon lit, cette table sur laquelle il y avait une télé, je pouvais apercevoir le film en noir et blanc se dérouler, les livres sur les côtés, derrière lesquels se dissimulaient des secrets, des images différentes à chaque fois, car encore et encore la télé passèrent, les heures passèrent au fur et à mesure des images, et je regardais là où j'avais envie de regarder. Là où j'avais envie d'aller, je me demandais s'il y avait quelque chose à faire, si A en était le responsable. Émilie me regardait souvent, regardait par la fenêtre. Page après page, je tournais, encore une fois, les pages et les chapitres de mon livre. Émilie me regardait, d'un air suspicieux. Elle se demandait ce que je faisais. Je lisais un livre qui s'appelait La femme d'Acosta. C'est alors que je pus le lire, et je répondis à Émilie en souriant. « Qu'est-ce qu'on fera demain ?» Elle se mit à rire. Et elle me dit, « Tu veux rire? Tu sais très bien ce qu'on fera demain. On parlera de A, et comme tous les jours on essayera de le poursuivre et découvrir qui il est. » C'est alors qu'avec le doigté d'Émilie qui passèrent la page du livre que je lisais, le ferma et le mit sur le côté. Lentement, la paume de sa main contre la mienne, elle me regarda, et elle me dit, « Tu sais très bien ce qu'on fera le lendemain. On continuera à essayer de trouver qui est A. » C'est alors qu'elle ne se doutait clairement pas que je savais réellement qui était A. D'un doigté suspicieux, je posèrent le livre sur le côté. Sa peau contre la mienne, elle se mit alors à ses côtés, à mes côtés, où, à part ça, on ouvrit un livre à deux, et au bout, ce livre que nous avons ouvert contenait des archives très précieuses à nos yeux, exposant les souvenirs et les œuvres de A. J'ai pu comprendre qu'à travers ce livre, j'apprenais un tas de choses sur A, sur son passé, sur Radley, sur les ossements qui ont été retrouvés à Radley, dans une pièce vide et noire, assombrie.
J'ai pu retrouver un patient thaïlandais qui venait de très loin. J'ai retrouvé ses ossements, ses papiers dans une boîte d'archives. Et forcément, j'ai retrouvé à Radley ce que l'on pensait être quelque chose de disparu. Le 7 mars, j'ai compris ce que l'on pensait être disparu était l'identité de ce Thaïlandais que j'avais découvert dans une chambre. Dans une chambre, j'avais découvert les ossements d'un homme, les hanches. J'avais découvert ses fémurs. J'avais découvert ses mains, ses phalanges. Sous son lit, d'un drap blanc et d'une couverture grise, j'ai pu apercevoir son coussin aligné sur le lit qui était fait. Juste en dessous se trouvaient les ossements de ses hanches. Juste en dessous, pourquoi pas, se trouvaient les ossements de ses bras. Pourquoi pas cacher des ossements en dessous d'un lit dans un asile psychiatrique? Car plus tard, cet asile allait devenir ce que l'on pensait être l'esprit d'autre chose. C'était comme ce soir-là où j'étais avec Émilie chez elle. Sa mère était toujours au poste de police et personne ne pensait que nous étions deux. Que nous étions deux à critiquer A. Ce soir-là, j'aimais beaucoup comprendre ce qui était pour moi un mouvement froid à travers l'inconnu. À travers l'inconnu, ce qui était pour moi un mouvement froid, j'ai essayé de finalement comprendre, jouant double jeu, tout ce qui était piquant, tout ce qui était un énigme, anormalement surélevé pour nous, un énigme anormalement surélevé pour nous, tout ce qui était clinique. Je conseillais à Émilie de ne pas s'en mêler. Je jouais double jeu, il était terrible de jouer double jeu face à ses amis. Je sais que je n'avais pas conscience de ce que je faisais, mais j'avais envie de découvrir qui était A. Toute la journée, je ne faisais que penser à lui. Toute la journée, je ne faisais que penser à A. C'était l'extinction des feux. Mais je suis contente d'avoir découvert que Émilie ne fréquentait plus cette fille. Elle ne fréquentait plus cette fille qui, pour le moins, faisait partie des morts aujourd'hui. Aujourd'hui, cette jeune fille qui faisait partie des morts. J'ai vu Émilie se faire kidnapper. Ce matin, j'ai vu Émilie se faire kidnapper. Je n'ai pas réagi. Comme dans le passé, je ne réagissais jamais. Seul, et seul pour toujours, avec le meurtrier qui l'a kidnappée. J'ai pu voir Émilie au poste de police le lendemain. On s'est demandé comment elle s'était installée sur cette chaise, comment elle s'était retrouvée dans le poste de police, comment est-ce que sa mère l'avait retrouvée, pourquoi n'ai-je pas été interrogé, pourquoi n'ai-je pas fait partie de l'interrogatoire alors que je n'avais pas réagi, que dernièrement j'étais la dernière fille à avoir vu son kidnappeur. Ma foi, Anna m'avait proposé un café, tout comme Spencer qui en avait pris un bien avant moi. J'ai commencé par ma propre surprise, j'ai commencé à voir le lever du jour arriver. J'étais resté dans la grange de Spencer avec Anna. Elles-mêmes qui arrivèrent devant moi, trouvèrent le nécessaire pour commencer à savoir et à comprendre qui était A. Elles trouvèrent une boîte noire, elles trouvèrent le nécessaire pour comprendre qui était A. Spencer se dirigeait vers le frigo, et dans l'instant, sur un coin de la table et de son bureau, elle s'y était installée. Elle s'était excusée de n'avoir pas donné de sucre dans mon café. Elle s'était excusée de ne pas avoir mis de sucre dans mon café. Elle se mit alors sur le coin de son bureau. L'esprit tranquille, elle se mit sur le coin de son bureau. De son propre bureau, elle se mit sur le coin de la table, et comprit alors qu'elle devait à tout prix avoir l'impression d'être en train de chercher qui était A. Elle était suspect, tout comme nous. A était suspect, quelqu'un que nous cherchions. A était suspect, mais moi je savais bel et bien qui il était. Quelqu'un qui était dans mon entourage. J'essayais de manigancer des pièges. Le lendemain, je me suis retrouvé avec les filles, enfermé dans un hangar, essayant de sortir à tout prix, piégé par la noirceur de ce hangar
Inutile et surtout improbable. Inutile et surtout improbable d'essayer de se débattre, car je savais qui était A. Les dossiers qui prouvaient que je savais qui il était étaient ouverts devant moi. Ils étaient ouverts devant moi. Autour de moi, il y avait ces dossiers, qui prouvèrent que A était la personne que je pensais. Tâchant d'essayer de sortir pertinemment de l'endroit dans lequel j'avais été enfermé par l'homme, j'avais vu sa capuche noire, je l'avais vu dans l'ombre, la tête inclinée. Lorsqu'il me regardait, il était penché dans les couloirs. Il embrasait la lumière qui passait au travers des hangars dans lesquels j'étais. Les hangars dans lesquels j'étais embrasaient la lumière, et je pus voir étinceler à l'intérieur sa tête inclinée. Lorsqu'il me regardait, il penchait la tête, et il embrasait la lumière. C'est alors qu'à Émilie, je lui ai dit, c'est lui, c'est la personne qu'on recherche. Elle nous a dit Spencer, je crois que c'est lui. Je crois que vous y êtes. Vous avez trouvé qui est A, c'est sûr. Tout d'abord, je me suis exclamé, et j'ai dit, c'est pas sûr que ce soit A. Je crois que c'est lui, mais nous ne sommes pas certains. Nous n'avons vu que sa capuche s'embraser dans la lumière. C'est pourtant avoir observé A. C'est pourtant en ayant observé A que nous arrivions peu plus tard. Nous sommes arrivés à Ravenswood. Nous sommes arrivés à Ravenswood, et c'est autour d'un établissement que nous avions découvert un cimetière. Nous avons embrassé les pierres tombales. Nous nous sommes retrouvés sous terre, dans un endroit suspect. Nous avons embrassé les pierres tombales. En sortant par une pierre sur laquelle était écrit « Repose en paix, Allison », nous sommes sortis. Cela était suspect, le nom n'était pas indiqué, mais celui d'Allison, oui. Enfin, nous avions la certitude que Allison était peut-être A. J'ai donc continué à jouer double jeu. Était-il possible que Allison soit complice du mal que je faisais? Je répétais sans cesse que j'avais aperçu A, que je savais qui il était, que sa notoriété s'agrandissait. J'ai pu être la personne qui était en train de s'accaparer les pouvoirs des filles. Était-ce la personne qui était en train de s'accaparer les pouvoirs des filles, le pouvoir qu'elle avait envers lui? Ou alors la police, un des membres de la police, qui s'abaissèrent amicalement pour pouvoir nous faire part de tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait pu lire dans un roman. Tout ce qu'il avait pu lire dans un roman, cette personne qui nous fit part de ce qu'elle avait lu sur A, s'abaissèrent amicalement devant nous, nous regardèrent les unes après les autres, et peut-être, bien après, chez Spencer, nous nous retrouvions toutes. Un vrai cauchemar s'agissait-il? S'agissait-il d'un vrai cauchemar? Tout ce qui était indiqué dans ce roman, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu entendre, tout ce qui est passé et tout ce qui était possible et impossible, sortant le vendredi matin à travers mes lèvres, étincelant par dehors le jardin à travers lequel je criais mon désarroi. Était-il possible que la personne qui avait été enterrée dans le jardin des Hastings soit réellement celle que j'avais aperçue au brou avec une capuche noire, la tête inclinée dans le regard, la lumière embrasée à travers sa capuche? Serait-il possible que la personne que nous avions vue soit celle qui soit décrite dans ce roman, celle qui embrassait Rosewood, celle qui embrassait Ravenswood, celle qui embrassait les pierres tombales par-delà lesquelles nos lèvres efféminées sommes sorties, par-delà lesquelles nos lèvres efféminées sont sorties, se sont posées sur Caleb, se sont posées sur Toby. Les lèvres de Spencer se sont posées par la suite sur Toby. Les lèvres de Caleb se sont par la suite posées sur Anna. C'était peut-être cliché de raconter ça comme ça, mais l'observation que j'avais vue, sans nul doute, me racontait à l'instant que vous les aviez vus de cette manière s'embrasser. Nous sortant d'une pierre tombale, les uns après les autres, nous ont ramenés à Rosewood. Nous étions penchés et embrassés l'un sur l'autre, la tête inclinée, proche de soi, sur un lit où nous sommes endormis.